Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur notre plateau Isabelle Merle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Isabelle, vous êtes directrice de recherche au CNRS, historienne de la colonisation, spécialiste notamment des territoires pacifiques et notamment de la Nouvelle-Calédonie. Et par de nombreux travaux, vous avez décrit comment l'embrasement de la Nouvelle-Calédonie ces 6 derniers mois est lié à un héritage colonial. Et depuis le 16 mai, il y a une crise profonde qui traverse la Nouvelle-Calédonie. Le 1er octobre dernier, l'élément déclencheur de cette crise, une loi prévoyant le dégel du corps électoral, à savoir accorder un droit de vote aux métropolitains récemment arrivés et donc minorant les droits des Kanaks, cette réforme qui a été finalement l'allumette qui a mis le feu aux poudres, a été annoncée comme suspendue le 1er octobre par Michel Barnier. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'origine de cette crise et sur la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie? Alors tout à fait. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Calédonie, depuis le 13 mai dernier, traverse une situation économique et sociale et politique extrêmement difficile, voire cataclysmique sur le plan économique et social. Je dirais d'abord, en mémoire aussi à ces gens, c'est qu'il y a eu 13 morts. Voilà, en 6 mois. Ce qui est énorme et ce qu'aurait pu, on ne sans doute pas, être évité. Parmi ces 13 morts, je rappelle qu'il y a eu 10 Kanaks, 10 jeunes Kanaks qui ont été tués, dont 8 par tir de riposte de la gendarmerie. Il faut rappeler qu'il y a eu aussi un Caldoche au nord qui a été tué dans des circonstances compliquées, dans un accrochage où il s'en prenait aussi à son fils. Il y a eu un gendarme de 22 ans qui a été tué par un tir en pleine tête, et puis un autre qui a été tué dans la caserne dans un accident, qui ne devrait peut-être pas être comptabilisé dans cette liste. Depuis le 13 mai, donc ça c'est grave et très grave, hein, car la mémoire de ces jeunes tués va rester longtemps. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une dévastation de biens énorme depuis le 13 mai, une sorte de rage qui s'est déployée sur le Nouméa, Grand Nouméa, avec comme bilan un bilan qui est extrêmement catastrophique. Il y a 700 entreprises qui ont été incendiées. Il y a eu des incendies dans des écoles, des centres de santé, des centres de dialyse, des médiathèques, et y compris des églises, ce qui est tout à fait nouveau, ce qui n'aurait pas pu exister il y a 40 ans pendant les événements de 84-88. Il y a 40% de la grande distribution qui est dégradée, et il y a 2,2 milliards de dégâts qui sont comptés. Du fait de cette crise brutale et du contexte qui n'était pas déjà très favorable, je vais dire pourquoi, il y a 25% aujourd'hui de la population active qui est au chômage total ou partiel. Et le marché immobilier est en train de dégringoler, et on attend le recensement qui a été repoussé, mais qui doit arriver dans l'année 2025, et on pense qu'il y a un certain nombre de départs de métropolitains installés depuis des durées variées, et peut-être de Calédoniens. En tous les cas, il y a une tendance au départ. Donc on est dans une situation extrêmement périlleuse, avec les comptes sociaux qui sont tous au rouge, des liquidités, enfin des rentrées fiscales qui sont absolument en dégringolade, des collectivités locales qui n'ont pas de visibilité à 2 ou 3 mois, et y compris avec le chômage partiel qui n'est pas garanti au-delà de 2 mois. Donc une extrême anxiogénité sur le devenir là, très concret, avec des risques de crise alimentaire qui ont été dénoncés. Je précise que c'est en particulier Nouméa, Grand Nouméa qui a été touché, et pas la brousse, comme on dit en Nouvelle-Calédonie, qui est l'intérieur du territoire. Donc la brousse, c'est que ça signale qu'on n'est pas en Bourgogne, dans une campagne française, je le signale d'emblée, puisque c'est un mot qui vient du colonial, qui est utilisé communément en Nouvelle-Calédonie, qui indique l'intérieur du territoire. C'est intéressant parce que il y a 40 ans, pendant les événements de 84-88, qui ont marqué centralement l'histoire du pays, c'était la révolte kanak, l'insurrection kanak, avait eu lieu
au nord, enfin en brousse, pas du tout dans la ville qui était encore extrêmement dominée. On a longtemps parlé de la ville blanche, si vous voulez. Donc c'était encore extrêmement dominé par les élites européennes. Enfin une ville qui était très tranquille, très protégée, qui n'était pas. Donc on a basculé dans un autre monde et c'est les catégories urbaines plutôt jeunes ou très jeunes qui sont partis en émeute urbaine, ça on peut le dire, avec, il faut le dire, une rage très très forte qu'on connaît, qu'on n'est pas sans ignorer ce type de mouvement qu'on a vécu au moment de la mort de Naël à Nanterre et ailleurs, y compris à Marseille. Et donc il y a une part qui peut ressembler. Il y a dans ces émeutes urbaines c'est exactement le même type de choses. C'est-à-dire il y a une délinquance opportuniste, il ne faut pas le cacher. C'est-à-dire on prend des biens. Je signale que la rage s'est surtout portée sur l'attaque sur les biens et non pas sur les personnes, hormis des carjacking un peu franchement brutaux sur la route du Sud devant Saint-Louis, ça c'est vrai aussi. Dans un pays qui est surarmé, et ça c'est une réalité ancienne, dans lequel le haut-commissaire en 2011 avait eu une responsabilité puisqu'il avait libéralisé la vente d'armes. Alors armé, pourquoi ? Parce que, dit-on, il y a la chasse, enfin avec des calibres de plus en plus élevés dans des milieux qui ont de l'argent, je le précise, mais néanmoins beaucoup tous les Calédoniens ont une appétence pour les armes, enfin une majorité d'entre eux, c'est très fréquent, et il y a des armureries qui ont été pillées au début des émeutes, donc vous avez des milieux européens qui étaient très armés, et voilà, donc ça c'est une tradition un peu locale, donc on est dans ce contexte qui était extrêmement délétère, je dirais. Il faut rappeler qu'on est dans un contexte économique qui était déjà très mauvais et qui a pris un tour vraiment très difficile. C'est une crise du nickel à l'international qui a été lancée, si vous voulez, enfin nourrie par l'Indonésie qui monte des usines de traitement de nickel à bas prix avec l'aide de la Chine et qui a mis en déroute toutes les usines mondiales des différentes réserves de nickel en Australie, en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose, pour le traitement du nickel. Pour la Calédonie, la symbolique est très très forte, parce que dans le projet de rééquilibrage dans les années 80, suite aux événements de 84-88, il y a eu l'idée de la doctrine nickel, c'est-à-dire pour les indépendantistes, l'idée que le nickel était au cœur de la construction d'une indépendance économique par un rééquilibrage avec le nord du pays et la construction d'une usine de traitement du minerai localement pour sortir d'une économie extractiviste très classique et ancienne, où les colonies servaient à fournir des matières premières, si vous voulez, de façon pas chère, si vous voulez, et donc le pays voyait fuir ses ressources. Donc il y a eu cette énorme usine du Nord qui a été le fleuron, si vous voulez, de ce projet indépendantiste, au prix peut-être de faiblesse sur d'autres points, mais pour ma génération et plus, ça a été au cœur, si vous voulez, c'était à la fois, on a vu sortir une usine énorme dans les Gaillacs, là au nord, vous voyez, extrêmement impressionnante, à la fois une immense fierté, une zone d'emploi, une revitalisation du Nord, une extension de la zone urbaine, la venue d'expatriés, mais pas que, la descente aussi de femmes et d'hommes, et j'insiste sur les femmes Kanaks, compris des emplois dans cette usine du Nord à conduire parce qu'elles étaient plus sûres des énormes camions. Ça avait donc des tas d'effets, si vous voulez, et cette usine du Nord a fermé. Et si vous voulez, pour ma génération et plus, je veux dire, c'est dur, quoi. C'est dur parce que ça a été toute une impossible. Et là, les autres usines sont en grande difficulté, hein, donc ça n'est pas que l'usine du Nord. Elle a fermé quand, pardon, l'usine du Nord ? Elle a fermé il y a 1 mois ou 2. Il y a 1 mois ou 2, d'accord. Oui, très récemment. Hein. On attend un repreneur, il y a des repreneurs dans les tuyaux, mais on ne sait pas quand. Et le pays est dans un état où, évidemment, des repreneurs à l'international. On est sur le marché du nickel à l'international. Vous imaginez bien que
c'est pas très engageant, un pays qui est aussi difficile. Il y a aussi une prise de conscience que le nickel s'arrêtera et que le nickel est une ressource parmi d'autres, que le pays est extrêmement dépendant et encore plus aujourd'hui de la France, et qu'il y a quelque chose peut-être à repenser, y compris avec, vous voyez, la critique écologique maintenant qu'on peut porter. Mais les jeunes, par exemple, peuvent être critiques par rapport aux politiques des vieux, comme ils disent, mais je rappelle juste que cette génération a cru, comment vous dire, c'était une revanche sur l'histoire, que le monde indépendantiste s'empare d'un des leviers profonds de l'économie calédonienne, qui était le minerai, depuis le 19e siècle. Donc ça c'est important, et ça dit le désarroi quand même aujourd'hui de la situation calédonienne, avec donc une sorte de alors que la classe politique est extrêmement divisée, le monde calédonien est extrêmement clivé, il y a une demande de plan de redressement à la France, donc il y en a deux sur la table, l'un du gouvernement collégial et l'autre du Congrès. Mais c'est transpartisan, parce que là, ils sont sous l'eau. Et là, il y a deux choix pour le pays. C'est soit on repart dans une dépendance, on se contente de faire ce message, vous savez, et on demande de l'argent, soit, comme l'a dit Emmanuel Tjibaou, qui a été élu député, et maintenant on reconstruit, mais on fait quoi? On reconstruit pourquoi? Je trouve qu'il a posé une question clé extrêmement importante. Alors maintenant, c'est peut-être le moment de se dire... Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on fait pour continuer la route, vu ce qui s'est passé, vu le message envoyé par une jeunesse kanak qui a envoyé un message violent et crucial à l'ensemble des acteurs politiques, kanak et non kanak, de « nous, on ne fait pas partie de votre système-là ». Donc là, il y avait quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est cette jeunesse qui s'est notamment mobilisée, il me semble, dès avril, avec une mobilisation populaire massive en Nouvelle-Calédonie, 60 000 personnes dans les rues, avec des revendications, on en parlait avant le début de l'entretien, donc qui n'ont pas été entendues et qui ont amené, avec la réforme du dégel du corps électoral, aux révoltes qu'on a évoquées à partir de mi-mai. Et aujourd'hui, donc, parmi les options sur la table, est-ce que celle d'un partenariat renouvelé, équitable, fait son chemin dans la partie indépendantiste? Alors, il faut revenir, c'est pas que les jeunes si vous voulez, je vais revenir sur les raisons de la crise, le brûlot, quoi. Le brûlot, ça a été le corps électoral provincial. La réforme, le projet de loi est rentré en lice au Sénat à partir de janvier 2024. Et ce projet de loi est une décision, si vous voulez, prise du haut de l'État pour réformer le corps électoral provincial, qui est au principe d'institution fondamentale assis sur un contrat politique acquis en 1988 et consolidé en 1998 avec l'accord de Nouméa. Donc, de quoi parle-t-on? Le corps électoral provincial, c'est un corps restreint, qui est réservé à une partie de la population calédonienne, comme le corps électoral d'autodétermination, considérant que ces deux corps électoraux restreints sont assis sur un électorat qui fonde la citoyenneté calédonienne. Cette citoyenneté calédonienne, c'est l'idée d'avoir une communauté de destin historiquement légitime, installée depuis un certain temps, et parfois depuis l'origine, qui ensemble décident dans des décisions pays, si vous voulez, importantes. Donc évidemment, l'indépendance ou non, c'est une décision qui ne peut appartenir qu'à ceux qui ont un sens du pays et de son histoire, on est d'accord, mais aussi les assemblées de province et les élus du Congrès. Le Congrès, c'est un espèce de parlement local, si je peux transcrire, au sein duquel
est nommé un gouvernement collégial. Et ce gouvernement collégial, l'État français s'est engagé en 1998 à lui transférer l'essentiel des compétences, sauf les régaliennes. Donc on atteint un degré d'autonomie extrêmement importante, évidemment, puisque ne reste que la justice, la monnaie, les affaires extérieures qui sont partagées, et quelques dossiers, la police, l'armée, et les dossiers, l'audiovisuel qui n'ont pas été transférés. Mais là, le droit, tout, il y a énormément de choses qui ont été transférées. Donc on a construit, si vous voulez, un gouvernement collégial partenaire, dans ces cas-là, responsable. Et le mot responsable est très important, je pense, dans toute cette histoire. Or, modifier de façon autoritaire la composition de ce corps électoral, qui est au principe donc de ce partenariat, si vous voulez, ce contrat politique, où vous donnez une puissance politique à ce corps local pour gérer les affaires pays, c'est revenir à un assujettissement, si vous voulez, une sorte de subalternisation ancienne qu'on croyait oublier. D'autant que la Nouvelle-Calédonie, comme vous l'avez dit, était supposée être mise sur un chemin de décolonisation inscrit dans la liste des pays à décoloniser sous l'égide de l'ONU. Donc il n'y a pas que la France qui répond. La France est puissance administrante et elle partage aussi, elle est en responsabilité vis-à-vis de l'ONU de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas que notre droit interne qui intervient, mais il doit être en conformité des accords internationaux. Et donc là, il y a une rupture de contrat politique violente, si vous voulez, autoritaire, discutée au Parlement. Je dirais que le dérapage de la politique française ne date pas de cette loi. Il remonte au moins à 2021, au moment où le dernier référendum, les 3 référendums étaient prévus, 2018, 2020, 2021. Ce référendum de 2021 a posé un énorme problème. Le Covid en Nouvelle-Calédonie est rentré brutalement en septembre 2021, parce que c'était Covid-free, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, ils avaient fermé les frontières, donc ils se sont protégés du Covid, et brutalement, il est rentré dans le territoire. Dans le paysage que je vous ai donné, les communautés les plus vulnérables, économiquement, c'est-à-dire les plus populaires, celles qui sont les moins bien payées, celles qui sont dans la pauvreté monétaire, si vous voulez, plus dans des difficultés de santé, c'est-à-dire celles qui sont le plus touchées par le diabète en particulier, dans un pays où on vend du sucre et des boissons sucrées au-delà de toute raisonnable. C'est les Océaniens, je dis les Océaniens, c'est-à-dire les Kanaks, mais aussi les Wallisiens, les Tahitiens. Ils ont une propension de fragilité vis-à-vis de la comorbidité et donc d'un impact du Covid qui était très fort dans leur communauté. Par ailleurs, évidemment, on le sait, c'est des sociétés, et c'est pour ça que je globalise aux Océaniens, parce que là-dessus, ils sont ensemble, où le deuil est une affaire très importante, une affaire très collective. Vous ne pouvez pas mener une campagne électorale dans un village en deuil, où vous arriverez avec vos micros. La droite a proposé une campagne électorale à l'époque, en 2021, par Internet. Et là, c'est vraiment méconnaître le pays, parce que certes, le pays s'est rééquilibré depuis 1988, certes, il y a des ordinateurs, l'électricité en tribu, etc. Mais franchement, une campagne par Internet, là, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, je pense que même chez nous, ça serait un petit peu bizarre comme proposition, parce que je pense que beaucoup de milieux ne fonctionnent pas comme ça. Et alors, encore mieux, en Calédonie, c'est risible. Dès que vous connaissez le pays, les tribus, enfin bon, ça ne le fait pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait faire des meetings, il fallait que le monde indépendantiste fasse campagne. Or, il n'a pas pu faire campagne et le gouvernement a refusé le report de date, alors même qu'Édouard Philippe, qui est, il me semble, républicain, avait proposé ce report de date pour détacher législatives et nos propres élections, qui est le drame calédonien en permanence. C'est le mélange de genres entre le local et nos élections. Vous vous souvenez de la grotte d'Ouvéa, on est exactement dans ce scénario tragique où il y a des présidentielles, il y a nos propres affaires et où le pays est instrumentalisé dans cette histoire. Donc toujours est-il que depuis 2021, on se retrouve avec un référendum où il y a un
refus de participation, et on a un résultat évidemment qui est complètement fou, c'est-à-dire un résultat contre l'indépendance, si vous voulez, mais uniquement le peuple colonisé n'a pas participé. Donc, je sais pas. Et à partir de cela, il y a un narratif qui se construit. Les Calédoniens ont décidé, l'affaire est close, les 3 référendums sont bouclés. Or, le deuxième référendum avait montré une montée en puissance du camp indépendantiste. Donc on voit bien qu'il y a une poussée, une sorte de normalisation de cette idée d'une indépendance en partenariat, parce que toutes les tendances indépendantistes, plus ou moins fortement, sont ralliées à cette idée, qui reste à définir, d'ailleurs, avec l'intelligence collective de chacun. Mais cette idée progresse dans la population calédonienne. C'est-à-dire, c'est l'idée pays, vous voyez, au-delà de tout, même pour des Calédoniens d'origine européenne, c'est l'idée que la Calédonie, ça n'est pas la Bourgogne, ça n'est pas le Limousin. Et si vous avez compris qu'un cocotier, c'est pas notre biotope, vous avez compris que c'est un pays singulier et particulier. Et ça l'est dans son histoire, si on peut rebondir là-dessus, et qui fait comprendre le soubassement aussi de cette histoire-là, l'importance, si vous voulez, comment une réforme du corps électoral, qui paraît tout à fait technique, et que le gouvernement présentait comme telle, en expliquant, mais enfin, dans le Limousin, vous vous installez, vous votez. C'est comme les régionales. Ah mais là, c'est mentir sur l'histoire. Et c'est nier un segment de notre histoire nationale. Avec l'histoire des colonies de peuplement ? Avec d'abord notre histoire coloniale, c'est-à-dire tout simplement de territoires qui sont dans la continuité, qui appartiennent à cette histoire nationale, républicaine et impériale. La France a été une nation, une république et un empire. Et donc il y a des territoires qui sont entrés dans le périmètre de la nation française via ce chemin. Et on ne peut pas les réduire à l'histoire. Elle est constitutive, elle est consubstantielle de ces territoires. C'est complètement se tromper d'interprétation. Et la Nouvelle-Calédonie a occupé dans notre histoire une position très singulière. Alors d'abord, qu'il a noue avec l'Algérie, au sens où c'est les 2 territoires de l'Empire moderne. On appelait ça l'Empire moderne, le roi Beaulieu appelait ça l'Empire moderne, celui après 1830, pas l'Ancien Régime. Donc c'est les 2 territoires qu'on a pensés comme des territoires de peuplement. Et ces colonies de peuplement, les Britanniques sont très forts là-dessus. Donc ils avaient les Amériques, ils appellent ça les White Society, ou les settlers colonies, qui sont des colonies particulières où le projet n'est pas seulement d'exploiter, le projet est de constituer une petite France, de constituer du même, si vous voulez, d'envoyer des migrants qui s'accapareront non seulement la souveraineté, mais le foncier, et qui recréeront un univers complètement à l'image de la mère patrie. Et vous l'avez dans le monde anglais, les settlers colonies ont une histoire particulière avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Canada, c'est les Dominions, c'était du même. Home Sweet Home, c'était pareil, on faisait copie conforme, alors évidemment un peu particulier. Bon, dans ce schéma-là, évidemment, le monde autochtone est invisibilisé. Il est déjà atteints, les Kanaks ont été atteints de façon très violente par les maladies épidémiques qui ont bouleversé toutes les sociétés du Pacifique, premièrement, avec un déclin démographique considérable. Je le dis non pas gratuitement, parce que dans le monde kanak, il y a une mémoire, et la mémoire du syndrome de la disparition est extrêmement important comme levier émotionnel, si vous voulez. C'est un peuple, un petit peuple, 110 000 personnes, 120 000 personnes, qui sait qu'il a failli disparaître. Et ça, historiquement. Alors, sous le coup des maladies, mais aussi sous le coup de la répression coloniale, de la violence de la guerre coloniale qui a été menée au XIXe siècle. Et dans le projet d'installation de colons, on fait venir des migrants. Comme les Français étaient des gens très enracinés, qui ne voulaient pas partir, contrairement aux Anglais, contrairement aux îles britanniques. Donc, il va falloir soutenir ce projet de colonisation par du volontarisme d'État. On crée un bagne
qui est supposé moins mortifère que la Guyane, et ça l'est de fait, et qui va répondre, si vous voulez, à ce projet de peuplement, c'est-à-dire contre ceux qui défendent la prison comme lieu de réhabilitation du citoyen. On va ouvrir un bagne et on va leur dire « mais oui, mais là, on les exile à tout jamais, mais on leur offre le meilleur de notre culture et civilisation, la terre. Et la terre qu'ils n'auront pas en France, ils l'auront aux colonies. » Bon, donc ça, c'est l'idée du bagne peuplant, on peut appeler ça un bagne peuplant, auquel on adjoint des soutiens à des immigrants libres, venus volontairement sous l'emprise de la propagande de l'époque, à qui on donne des terres aussi. Et les terres, on les prend à qui? Aux Kanaks, qu'on relègue dans des réserves indigènes. Vraiment, c'est le modèle achevé du cantonnement qui avait été initié en Algérie et abandonné pour finir, mais complètement consolidé en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est ça l'histoire calédonienne. Donc avec cette persistance de ce projet, ce qui est remarquable, c'est que le monde colonial calédonien, tel qu'il s'est construit au XIXe siècle, a subi une sorte de délitement à partir de 1946, puis en 1957. 1946, c'est abolition des régimes d'exception, indigénat, travail forcé, etc. 1957, c'est assimilation, citoyenneté. Tout le monde a le droit de vote. Avec une 4e République, vous savez, qui avait cette idée, on assimile tout le monde. Ils ont un particularisme comme les Basques et les Corses et les Bretons, mais ils auront bien compris que notre code civil est le meilleur. On leur laisse un statut coutumier, enfin maintenant on l'appelle coutumier particulier, mais enfin, bon, ils vont abandonner parce qu'il est bien mieux notre droit commun, notre code civil, etc. Résultat des courses, c'est pas du tout ça qui s'est passé, et les événements ont marqué la phase de brutal, de réveil kanak, de réveil indépendantiste surtout. Et quelles ont été les premières marques de ce réveil kanak dans le courant du 19e, c'est-à-dire juste après l'installation? On fait venir les migrants, on vous l'avez dit, il y a cette volonté de reproduire finalement la métropole, avec aussi l'installation d'un bagne, avec une fonction précise. Et quelles sont les premières révoltes, les premiers soulèvements kanaks qui se déroulent à ce moment-là? Alors, au 19e. Vous avez évidemment une longue histoire des insurrections, hein, des guerres d'ailleurs, c'est des guerres, il faut parler de guerre, hein, parce que le mot insurrection est lui-même connoté en fait. Donc vous avez dès 1853, à l'arrivée de la garnison, à mesure que le front pionnier avance, les groupes kanaks engagés, confrontés à l'arrivée de soldats ou de colons, se mettent en guerre. Quand les missionnaires arrivent sur la côte Est, ils ont déjà beaucoup de problèmes pour s'installer, avant de convaincre quand même certains. Et d'ailleurs, ces certains, c'est les gens qui sont à Saint-Louis. Aujourd'hui, là où ça va très mal, il y a une histoire très compliquée derrière la tribu de Saint-Louis, qui est très liée au déplacement de catholiques convertis qu'on fuit vers un lieu catholique. Donc c'est très important. Cette mémoire-là, elle est là, hein, elle est agitée, et les jeunes la connaissent. Hein. Ils la connaissent plus ou moins parce qu'on ne leur enseigne pas. Hein. Donc on n'enseigne jamais cette histoire dans le système scolaire calédonien, qui est complètement calqué sur notre modèle, hormis quelques chapitres éparses d'adaptation, je le précise, mais elle est du coup, et justement, c'est ce qui pose aussi problème, elle est du coup connu comme un référentiel un peu incertain, qui donne prise à... Voilà, qui n'est pas objectivé. C'était un de mes travaux quand je suis parti en Calédonie, enseigner l'histoire. C'était de travailler l'histoire pour la rendre la plus efficace en termes de thérapeutique, je dirais, d'un récit historique construit. En tous les cas, il ne faut pas croire que les jeunes aujourd'hui sont dans l'ignorance de cette histoire. Ils en ont plein de référents, des héros, et des héros de guerre. Donc évidemment, Ataï, la grande insurrection de 1878, mais le chef Noël 1917, et toutes les insurrections qui se sont déployées. Le gros problème des Kanaks, comme de l'ensemble de beaucoup de peuples colonisés, c'est que c'était des sociétés segmentaires, que l'immense défi face à des professionnels militaires que nous on amenait, qui faisaient la guerre de 8h du matin à 22h, qui ne devaient pas faire leur champ en même temps, qui avaient une solde
qu'est l'idée d'un État organisé, et donc voilà, vous avez une armée professionnelle. Eux, il fallait tisser des liens, lancer des monnaies, avertir qu'on se met ensemble, et évidemment avec un monde qui était très compétitif à l'origine et très concurrentiel. Donc, si vous voulez, il y avait beaucoup d'histoires anciennes de guerre, et certains ont cru pouvoir se servir des Français pour mener leur guerre à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout uniquement contre. Vous voyez, par exemple, les gens de la côte Est, les premiers à être impactés par la canonnière, se rallient finalement, mais vous avez ça partout, hein, c'est vraiment pas que se rallient aux forces françaises qu'ils espèrent instrumentaliser contre les gens de la côte ouest avec qui ils se battent depuis très longtemps et ne règlent leurs affaires. On l'avait vu avec les Amérindiens, par exemple, avec l'alliance de cette tribu, avec les Britanniques. Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'Europe ne s'arrête jamais, que l'armée va continuer à être là et que c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc tout le travail français va être de coloniser au sens de leur apprendre qu'ils sont colonisés, de leur apprendre que ce que c'est d'être colonisé, de baisser la casquette, d'obéir aux ordres, blablabla. Bla bla bla. Et donc vous avez ces insurrections-là qui sont dans ces guerres qui sont encore dans des pratiques anciennes jusqu'en 1917. Les événements de 84, d'un certain point de vue, on revient à une situation de guerre. Je ne suis pas complètement d'accord pour qualifier ça de guerre civile, parce que ça minimise la responsabilité de l'intensité répressive du côté de l'armée française. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous en détail sur qu'est-ce qui s'est passé, quel est le changement dans les années 80 ? Il y a un front de libération qui émerge, mais quels sont les principaux événements des années 80 et quelle suite Alors, les événements de 80 se passent en brousse. Ces événements de 80 sont extrêmement appuyés sur l'héritage historique dont je vous parle. Ils sont les gens, si vous voulez, il y avait des colons sur la côte Est, donc des colons, des descendants de colons, si vous voulez. Donc il faut, ce qui est un film qui est très intéressant, c'est le film de Wagnat qui est sorti en 2022, de Dorothée Transparent, qui relate l'embuscade dans lequel deux frères de Jean-Marie Tjibaou sont morts et 10 Kanaks ont été tués de la tribu de Tiendani par des petits colons métis de la côte Est, qui étaient encore là, on est avant tous ces colons sont partis. Donc les événements de 84, c'est une histoire, si vous voulez, rurale, de cette plongée qui plonge ses racines dans cette colonisation de peuplement rural, où on donnait des terres. Donc c'est pour ça que moi j'ai travaillé beaucoup sur cette histoire-là et pas Nouméa, qui était une histoire de grande famille, import-export, ouvrière hein, d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même l'usine. Moi j'ai travaillé sur ce cœur du projet, quoi. Et donc 84-88 règle. Travaille en crise cet héritage colonial et on m'a raconté alors que y a, les vieux des années 50 étaient encore très respectueux de l'ordre, en dépit du fait qu'ils se mobilisaient politiquement, qu'ils ont construit l'Union calédonienne, enfin, il y a eu vraiment, mais on était encore respectueux du missionnaire, de l'ordre, on baissait quand même. Là, les jeunes se sont levés avec il y a eu deux tendances très fortes. Il y a eu d'abord la récupération des terres. Donc il y en a un qui m'a dit une fois, tu vois, on s'est levé un matin, on est allé voir un tel, donc la famille de colons installée plus loin, et on leur a dit, maintenant vous partez. Ce qui était un acte de transgression énorme par rapport à l'histoire du pays. Et l'autre grand combat des événements de 84, celui mené par par Jean-Marie Tjibaou, ça a été d'imposer la reconnaissance de la société kanak, de sa culture, de sa civilisation, de son histoire propre, de ses pratiques, en imposant une visibilité de cette société au cœur de Nouméa par le grand festival culturel de 1975, Mélanésia 2000. Et de tout ça, c'est d'essayer de négocier avec l'État français. Alors évidemment,
je dis ça, évidemment, le mot d'ordre, c'était indépendance kanak à l'époque, et de façon pleine et entière, hein, d'ailleurs, parce que Pisani avait déjà proposé une indépendance en partenariat, et à l'époque, ça passait ni d'un bord ni de l'autre, c'est-à-dire la droite locale de Lafleur ne voulait pas en entendre parler, mais les indépendantistes de l'époque croyaient fermement à l'indépendance, là, pleine et entière. Comme certains aujourd'hui, hein, je ne veux pas dire que ce n'est pas un projet encore extrêmement fort, mais on est dans des discussions, on sent qu'il y a des avancées, il y a une réflexion sur le projet, c'est ça que je veux dire. En tous les cas, 84-88, c'était ça, la ville n'a pas été touchée, les banlieues actuelles du Grand Nouméa n'existaient pas, alors, on n'est pas du tout dans le même monde, hein. Le pays n'avait pas du tout les mêmes infrastructures, il a énormément changé grâce au rééquilibrage de l'accord de Matignon, et ça, on ne peut pas le nier. Moi, j'ai vu se transformer ce pays comme d'autres, évidemment, on a assisté à cette transformation. D'où aussi l'attachement, vous voyez, d'où les tensions que peuvent susciter les destructions parmi des indépendantistes de ma génération, qui ont énormément cru à un rééquilibrage de niveau de vie. Quand moi, en 1990, il y avait des tribus qui n'avaient pas l'électricité, si vous voulez. Par rapport aux accords donc, de Nouméa de Matignon, ils ont constitué une solution politique pendant près de 40 ans, une solution qui a été du coup rompue, vous l'avez rappelé, notamment par le report du référendum en 2021, en plein deuil coutumier kanak et pendant le Covid. Donc, on se rappelle aussi d'une déclaration d'Emmanuel Macron qui disait, dès 2017, quelque chose qui annonçait finalement la suite des événements. Il disait la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, ces déclarations, ces faits coloniaux, se traduisent aussi par une répression féroce, une violence inouïe en Nouvelle-Calédonie. Et je pense notamment aussi à un fait depuis 23 juin 2024, il y a 7 militants indépendantistes qui ont été déportés à 17 000 km de chez eux en métropole, qui ont été menottés, sanglés, 30 heures dans un avion, pour être ensuite placés en garde à vue dans des conditions atroces, pour ensuite arriver donc, dans un statut de détention provisoire, c'est bien ça, avec une décision récente de la Cour de cassation qui a revu, qui a cassé les conditions dans lesquelles s'est fait ce transfert de la Nouvelle-Calédonie vers l'Hexagone. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur situation, sur ce que ça signifie, ces 7 déportations de prisonniers politiques en Hexagone? Alors d'abord, je reprendrai sur le début de votre propos. Je dirais que avec la présidence d'Emmanuel Macron, il y a eu effectivement une sorte de dérapage ou de rupture de contrat politique sur ce qui avait été posé avec une compréhension de la génération précédente, de Jospin, Rocard, Pisani, tous ces gens-là, qui avaient pris acte et compris les enjeux calédoniens, et qui avait posé quelque chose sur la table en accord avec les indépendantistes et les loyalistes de l'époque, puisqu'il y avait une main serrée célèbre qui est honorée sur la place de Nouméa. Donc il y a une rupture de contrat politique qui se traduit surtout en amont, si vous voulez, par un changement de posture de l'État qui a quitté une position d'impartialité dans le débat local, qui était extrêmement importante, et qu'Édouard Philippe lui-même avait, une partie de la droite française avait parfaitement en tête, et je dirais qu'une partie des gens du Sénat, y compris LR, qui connaissent bien le dossier, avait en tête cette espèce de respect, d'au moins de compréhension que le dossier est compliqué et à manier avec beaucoup de prudence. Or, là, il y a eu beaucoup d'humiliation, si vous voulez. Vous mettez le dossier non plus dans les mains du Premier ministre, vous le mettez dans les mains du ministère de l'Intérieur. Vous confiez, vous faites des élections législatives. C'est les élections législatives. C'est-à-dire, vous mettez Sonia Backès, qui est une représentante de la droite très dure,
très clivante. Vous la mettez secrétaire d'État à la citoyenneté pour la récompenser d'avoir bien roulé pour vous pendant des législatives. Vous déclarez que la Nouvelle-Calédonie serait moins belle, la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Et surtout, vous faites un document, enfin en oui et non, supposé expliciter les enjeux du oui et du non au référendum de 2021, le dernier, les autres, c'était même pas la peine d'avoir une explication de l'État. Et vous faites un document en oui et non où, si vous voulez, pendant 10 pages, vous expliquez l'extrême dangerosité d'une indépendance sèche, sans même prendre en compte ce projet plus intelligent de co-construction d'un partenariat vers l'indépendance, l'association ou quelque chose de l'ordre d'une avancée du dossier sur le chemin de la décolonisation. Vous concluez que les Calédoniens ont dit oui à le retour dans le giron français sans discussion, alors que la moitié du peuple n'a pas voté. Enfin, vous accumulez, si vous voulez, une sorte de mépris, quoi. Et finalement, vous êtes... J'en viens à me demander... il y a eu un effort d'intelligence collective du côté français, de l'État français, dans les années 88, renouvelé en 98 au sens, y compris... quelle que soit la classe politique française, avec cet effort d'accompagnement de ce dossier calédonien, dans une compréhension, me semblait-il, où on le croyait, d'une antériorité, et donc une chance historique pour notre pays, la France, de sortir par le haut d'une situation très douloureuse, très compliquée, d'une histoire coloniale conflictuelle depuis 1853. On avait l'espoir que sur le dossier calédonien, il y allait avoir une brèche dans notre histoire de décolonisation qui est globalement assez triste, si vous voulez. Parce que soit d'un côté, vous avez la guerre, je cite guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, mais insurrection Madagascar, enfin on peut continuer. Enfin, c'est pas tout à fait à la hauteur du pays des droits de l'homme. Ou vous avez la politique de France-Afrique, dont vous savez à quel point elle est dénoncée aujourd'hui et donne des choses sur lesquelles il conviendra de revenir peut-être en travail d'historien ou de mémoire. Enfin, pas que d'historien, de la nation. Or, on avait cet espoir avec des indépendantistes qui ont tendu la main et qui ont accepté à la table des négociations, alors que du point de vue de l'ONU et de la tradition des pays sur la liste des pays à décoloniser, les principaux interlocuteurs, c'est le peuple colonisé. Ceux-là ont dit, ils ont tendu la main en 83, dès 83, en disant on ralliera les autres communautés à notre projet. Nous sommes centrales. Alors, ça c'est le fait océanien. Nous sommes les premiers arrivés, nous sommes centraux dans la case et nous tenons le poteau central. Mais tout le monde peut entrer autour d'un projet co-construit. Il y avait vraiment un espoir et j'en suis d'autant plus consciente que j'ai rencontré ce pays avec lequel j'avais aucun rapport avant. En 90, et j'oserais pas dire que je suis une enfant des accords, mais c'est comme ça qu'on parle dans le pays. On est des enfants des accords. Bon. Et là, à partir de 2017, au fond, il y a ce changement de braquet d'un État français qui reprend une figure extrêmement, comment vous dire,